Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode du podcast de Juria. La dernière fois, on vous a présenté Véran Fort, tout son parcours. Elle nous a parlé de comment elle a arrivé à faire de l'algorithmie et comment elle est arrivée chez Juria. Là, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui intéresse beaucoup de personnes, que ce soit chez nos clients ou même chez les prospects, qui se posent des questions quant à la confidentialité de données et l'utilisation de l'IA. Véran vous répond directement dans cet épisode tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Toi, avec ton point de vue, métier, algorithmie, etc., qu'est-ce qui rend le juridique particulièrement complexe à automatiser? Il y a 2 choses qu'il faut distinguer. La première chose, c'est quand on est dans le domaine juridique ou quand on est dans le domaine de la comptabilité, tu as un grand nombre d'informations qui sont strictement confidentielles. Des informations qui se passent simplement entre, le juriste et son client ou entre le comptable et son client. Et ces informations-là, en fait, on peut les traiter via de l'intelligence artificielle pour essayer de diminuer en fait l'erreur humaine, de faire gagner du temps, de gagner en clarté dans les échanges. Sauf que ces données-là, quand tu les traites par intelligence artificielle, tu peux pas utiliser un système externalisé. Tu es Mmh. obligé vraiment de concevoir des solutions internes de A à Z qui soient sécurisées et qui soient explicables. OK. Et après, côté, on va dire, grand public, sur des informations, là, on parle vraiment d'un chatbot juridique qui aide à la décision, genre pour, récupérer des textes de loi qui parlent des extraits de textes de loi qui parlent d'un sujet, et cetera. La difficulté technique qu'il y a, c'est qu'on est assez avancé, en fait, en technique de fouille de texte. Maintenant, on est très avancé aussi en extraction de l'intention dans du texte qui est exprimé en langage naturel. Donc, Mais langage naturel, c'est langage, comme ouais, on parle là c'est maintenant, toi c'est comme ça? tu parles, exactement. Quand tu fais une OK. demande, que tu me la fasses à l'oral ou que tu l'écrives, en gros, c'est vraiment l'intention, de celui qui écrit ou de celui qui essaye de transmettre une idée, sans avoir de code, le plus spontanément, le plus naturellement possible. OK, d'accord, c'est ça le Heu langage naturel et l'IA aujourd'hui est capable plus ou moins de l'interpréter, c'est ça. sans OK, d'accord. Exactement. L'IA est capable vraiment d'interpréter quelles sont les intentions de quelqu'un. Le truc, c'est qu'une fois que tu as interprété quelles sont les intentions de quelqu'un, l'avoir interprété et être capable de lui répondre, c'est 2 choses différentes. Pourquoi? Mmh. Parce que du coup, pour un chatbot, vraiment ce qu'on appelle un grand modèle de langage, réponde à quelqu'un, il va falloir qu'il aille piocher dans sa base de connaissances. Une base de connaissances, alors c'est un peu technique, mais en gros, potentiellement, ça peut s'écrouler si à l'intérieur de cette base de connaissances, on a des données qui sont contradictoires. OK, donc si, dans sa même base, il trouve A et plus b enfin un peu plus loin dans sa base, il trouve B pour le même sujet, il comprend pas, il plante, c'est ça? C'est ça, exactement. Il comprend pas, il va vouloir faire une agrégation des 2 et du coup, tu vas te retrouver avec une réponse où il y a tout et son contraire. Et ça altère vraiment considérablement ses capacités, quoi. Bah, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui sur les IA publiques avec GPT, comme je suppose que leurs données, c'est de la donnée imparfaite, qui a été entraînée sur, sur nous, avec nos utilisations. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ces problèmes d'hallucination, de choses comme ça et sur un domaine comme le juridique, se servir de ces IA-là, en fait, c'est même pas viable. Alors, de toute façon, utiliser un chatbot généraliste pour traiter des données juridiques, c'est pas une bonne idée parce Mmh. qu'on ne peut pas construire une base de connaissances spécialisée dans le juridique à côté d'informations sur la recette des crêpes, sur le PIB d'un pays, sur la danse classique. Tu vois, c'est des choses, Ouais. quand tu mets trop de thèmes dans une base de connaissances, ou que tu essayes de faire assimiler trop de thèmes à un modèle de langage, en fait, au final, tu peux en spécialiser aucun. Donc, OK. ça fait une première limite. La deuxième limite, c'est que, en fait, les textes juridiques en eux-mêmes, ils racontent des fois tout et son contraire. Et ça, on OK. parce que tu as le texte de loi de base, après, tu as le rescrit qui explique le texte de loi. Et quand tu confrontes les deux juste avec un algorithme classique, tu te rends compte que déjà, tu as des incohérences entre les deux. Et après, tu as des jurisprudences
qui des fois tiennent compte des rescrits et qui vont interpréter un texte de loi pour des cas particuliers. Et toi, tu es censé avoir tout ça dans la même base de connaissances pour pouvoir répondre à une question juridique. Et alors, manque de bol, pour réussir à pas avoir d'informations contradictoires entre ces trois sources-là, soit à faire très attention parce que c'est un objectif à atteindre et du coup, tu découpes tes textes très précisément et ça prend du temps. Et c'est clairement pas l'objectif qui est recherché par les chatbots généralistes. C'est pas le domaine dans lequel c'est le plus simple de faire une base de connaissances, quoi. Bah, là, on va pouvoir un peu regarder, ce qui se passe, dans Juria. Riche de tout ça, en fait, comment fonctionne, on va dire, l'IA de Juria? Qu'est-ce que tu as fait, toi, en termes d'algorithmie, de modèle, pour justement contrecarrer les problèmes que tu viens les limites de l'IA générale que tu viens de nous présenter? Déjà, sur la partie de ne pas, pas publier sur Internet ou envoyer un grand modèle de langage des données qui sont strictement confidentielles. Pour tout le traitement algorithmique par intelligence artificielle des données des fichiers d'expertise comptable, par exemple, on a mis en place un algorithme, donc ce qu'on appelle une IA symbolique. C'est un système de règles vraiment interne à Juria qui va lire le fichier d'expertise comptable et le fichier d'écriture comptable. OK, ah, le fameux FEC. Voilà, les fichiers d'écriture comptable, le fameux FEC, et qui va venir eh bien, appliquer dans un ordre précis qu'on a défini l'ensemble des règles qui permettent d'extraire des informations financières pour les bilans, pour les procès-verbaux d'approbation des comptes. Tout ça reste vraiment en interne à Juria. Et le fameux fichier d'écriture comptable, une fois qu'on a extrait les informations qui nous intéressaient, ben, on ne le garde pas. Comme ça, au moins, on n'a pas de problème de fuite de données ou autre, même si Julia est bien sécurisé quand même. On a une super équipe pour ça. On prend quand même jamais le risque de garder des données Mmh. dont on n'a pas besoin, et en particulier des données aussi confidentielles que ça. Donc, du coup, bah, il y a certaines parties de notre travail pour lesquelles on doit développer des modèles vraiment 100% en interne maison. Et ça fait partie des trucs les plus cool que j'ai fait pour Juria, c'était d'écrire ce fameux algorithme de lecture des fichiers d'écriture comptable. Et je l'ai fait en binôme avec, j'ai passé pas mal de temps avec Jordan, et j'ai passé du temps avec Vincent Bouchard aussi. Ah, donc au moins, tu avais le point de vue du comptable et de l'expert comptable, Voilà, justement, pour comprendre ces FEC. exactement, c'est ça. On a passé beaucoup de temps tous les trois à bien Mmh. tout décortiquer, à savoir quelles règles s'appliquaient dans quel cas, quels sont les cas qui allaient se présenter chez Juria, etc. Et après, il a fallu tout écrire, tout tester. Mmh. C'était vraiment très, très cool à faire. Et ça, pour le coup, bah, c'est de l'intelligence artificielle symbolique et c'est Mmh. 100% interne à Juria. OK. Qu'est-ce que tu entends par, IA, symbolique, pour qu'on Alors, comprenne un peu? en gros, depuis la création de l'intelligence artificielle, alors on a l'impression que c'était il y a peu de temps, mais en fait, c'était il y a longtemps. C'était la fin des années 50. Euh, Effectivement. et ben, en fait, il y a deux camps en intelligence artificielle. Et ces deux camps, ils ne peuvent pas vraiment travailler ensemble. Tu as ce qu'on appelle l'intelligence artificielle par approche symbolique et l'intelligence artificielle par approche connexionniste. En gros, l'approche symbolique, c'est ce qu'on appelle les systèmes experts. C'est des systèmes de règles qui vont être écrits pour résoudre des problèmes. L'idée, c'est, si on donne un exemple, je donne toujours un exemple qui est assez marrant, entre guillemets, dans l'histoire avec des poissons. Si tu veux apprendre à une IA symbolique à reconnaître un poisson, il faut que tu trouves un pêcheur, un expert des poissons. Et il faut que tu trouves un biologiste qui a étudié les poissons aussi. Tu les mets tous les deux dans une pièce et tu leur demandes de t'expliquer point par point tout ce qui te permet de reconnaître un poisson. Et après, bah, toi, avec ta connaissance de, bah, de professionnel en informatique, en algorithmique, tu vas organiser chacune des règles. Déjà, tu vas implémenter toutes ces règles dans un ordinateur et tu vas les organiser chacune de ces règles l'une par rapport à l'autre pour que ton système informatique, en analysant les données de son environnement et en passant au travers de tout ce graphe de règles,
Alors, toutes les règles sont pas activées à chaque fois, mais en passant à travers ton graphe de règles, sois capable de te dire si oui ou non, ce qu'il y a dans ton environnement, c'est un poisson ou pas. OK. Donc, c'est une approche qui est vraiment top-down. Il te faut un expert des poissons. Il faut qu'il t'explique par, tout ce qui lui permet, lui, de reconnaître un poisson. Et après, il faut que toi, tu organises tout ça dans un système de règles qui soit performant pour reconnaître un poisson. Ça, c'est OK. l'approche symbolique Et ça, c'est l'approche que Juria a préférée, pour le fichier pour d'écriture comptable. ouais, C'est ça. d'où, l'intervention des tops du top en termes d'expertise, expert comptable Vincent Bouchard et Jordan Alvin, comptable. C'est ça. OK et du coup, l'autre, tu disais Et l'IA l'autre approche, connexionniste, le c'est ça? deuxième camp, c'est l'approche connexionniste. Et là, c'est les fameux réseaux de neurones. Alors, je dis fameux réseaux de neurones parce qu'en fait, il se trouve que les plus connus maintenant, c'est par exemple Mistral, ChatGPT, Gemini, etc. Eux, ce sont de très, très, très grands réseaux de neurones. Donc, le Un principe. cerveau géant, quoi. Alors, heureusement, les cerveaux humains sont beaucoup plus efficaces que ça. Et beaucoup est beaucoup plus intéressant. Mais il y a quand même on est quand même sur une technologie bio-inspirée. À savoir que le principe des réseaux de neurones, c'est d'avoir des petites unités de calcul qui vont être interconnectées les unes aux autres et elles vont s'échanger des informations. Alors généralement, pour analyser l'information dans un seul sens, c'est-à-dire de l'entrée du réseau de neurones où on va analyser les caractéristiques de l'environnement, à la sortie du réseau de neurones où on va avoir une réponse du coup du réseau à cet environnement. L'idée, c'est que les différents neurones qui sont interconnectés à l'intérieur du réseau de neurones vont à chaque fois qu'on passe en fait d'une rangée à une autre, d'une étape à une autre, recevoir un signal, traiter ce signal et envoyer leur réponse à l'étape suivante, à la couche suivante. Et si on fait suffisamment de traitements à la suite comme ça, on arrive à la couche de sortie où le réseau de neurones va nous donner une réponse. OK. Et alors là, il faut s'accrocher. La seule façon, en fait, la technique d'apprentissage des réseaux de neurones repose uniquement et strictement sur le hasard. Ce qui fait qu'il vous faut énormément de force pour réussir à faire marcher un réseau de neurones. En OK. gros, ce qui va faire qu'un réseau de neurones soit capable d'analyser son environnement pour vous fournir une réponse, c'est on va reposer sur le travail des unités de calcul et sur les poids qui vont être fixés en fait sur les maillons par lesquels transitent les informations d'une couche à l'autre et qui vont altérer ces informations. Et en gros, tous les poids d'un réseau de neurones au départ sont choisis aléatoirement. Et malheureusement, si on ne les choisit pas aléatoirement, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment les choisir au départ. Et l'objectif de l'entraînement d'un réseau de neurones, c'est de confronter un environnement et une réponse associée à cet environnement. Imaginons OK. toujours que je suis dans mon exemple de reconnaître des poissons, ben, je vais présenter plein de poissons en entrée et aussi plein de choses qui ne sont pas des poissons. OK. Et en sortie, pour toutes les images qui sont ou les données qui sont associées à des poissons, je vais mettre l'étiquette poisson. Et pour toutes les autres, je vais mettre l'étiquette, en gros, ce n'est pas un poisson. Genre, soit il me répond c'est un poisson, soit ce n'est pas un poisson. Un poisson. OK. Donc la première image, la première donnée est traitée par le réseau de neurones où dont tous les points ont été choisis aléatoirement. Si on fait ça une fois, on est sûr que là, tu as littéralement une chance sur deux. Donc lui, le réseau de neurones, il va forcément te répondre c'est un poisson ou c'est pas un poisson. Tu as une chance sur deux pour qu'il te donne la bonne réponse et une chance sur deux pour qu'il te donne la mauvaise réponse. Et en fait, à chaque fois que toi, tu vas lui répondre, que lui, il va te répondre, toi, tu vas lui indiquer si c'est une bonne réponse ou pas.
Et, euh, et, et le truc, c'est que tu as ce qu'on appelle donc l'entropie et le gradient de l'erreur. C'est le réseau de neurones va calculer mathématiquement. Déjà, toi, tu vas lui dire s'il s'est trompé ou pas. Et quand il s'est trompé, bah, il va pouvoir calculer mathématiquement à quel point il s'est trompé. Genre, OK. c'est pas ça, mais c'est pas ça du tout. Ou C'est c'est pas pas ça, mais ça, je c'est brûle, presque quoi. ça, quoi. C'est ça. Et en fonction de ça, tu vas avoir un autre algorithme qui va aller modifier les valeurs de tous les points à l'intérieur du réseau. OK, parce que, bah, les poids qui ont été donnés, initialement, bah, au final, comme ça marche pas, il va aller tout, les Voilà, modifier, il va encore une aller, fois, aléatoirement. c'est ça, il va aller tout changer. Il va aller tout changer. Et l'histoire, c'est que à force donc, il faut vraiment lui présenter un très très grand nombre d'exemples. Et en fait, à force de lui présenter ces exemples, normalement, la valeur des poids va faire que l'information traitée permette d'arriver à la bonne réponse. À la bonne réponse. C'est OK. ça. Ah oui, c'est, effectivement, bah, je comprends pourquoi, Julia a pas choisi, cette approche-là. Lui, l'approche symbolique, elle est beaucoup plus On, logique, j'ai l'impression, pour, on ces pourrait, problématiques. c'est ça, on pourrait, mais on ne peut pas le faire quand l'information doit être explicable. Mmh. OK, d'accord. Et bah, donc ça, c'était vraiment donc cette approche-là, c'est utilisé plutôt par, bah, comme on disait, Mistral, Claude, GPT et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, Juria utilise quand même un peu ces technos ou pas du tout? Oui, on l'utilise à deux moments clés. Premier moment, un petit peu classique. On doit détecter les intentions d'un utilisateur pour initier une conversation. Soit déposer un acte au guichet unique, générer une approbation des comptes, signer un document, etc. On va avoir donc lorsque l'utilisateur exprime sa demande en langage naturel via l'interface du chatbot, on va avoir une première couche d'analyse en interne avec une approche symbolique qui va essayer de deviner quelle est l'intention de l'utilisateur, histoire de au moins faire le tri dans toutes les possibilités. OK, On va aussi nettoyer toutes les informations qui pourraient être des informations confidentielles. Et une fois qu'on a fait ça, on envoie notre prédiction avec le prompt nettoyé de l'utilisateur et on demande donc à un grand modèle de langage, en l'occurrence ici on utilise Mistral, et OK, on va lui demander en fait de confirmer notre prédiction ou alors parmi les conversations possibles, alors on ne met que les conversations probables, de nous indiquer celles qu'il pense associées au prompt de départ. Ce qui fait que bah, si nous, en local, on a, entre guillemets, raté notre analyse, bah, c'est pas très grave parce que du coup, on a deux temps d'analyse et ça nous permet après de lancer la conversation dans de bonnes conditions. OK, Et puis, ça d'accord. nous permet de garder un modèle local très léger aussi pour faire la prédiction, ce qui fait que les temps de réponse sont quasi immédiats. Parce que il y a ça à prendre en compte aussi. Ouais, Les le gens, temps de ils réponse, détestent ouais. le lag et ils détestent attendre. Et en fait, plus le temps passe, au plus une attente de 3 ou 4 secondes, ça devient critique. Donc, nous, on essaye d'optimiser justement pour que ça se passe bien. Donc, ça, c'est le premier endroit où on utilise un LLM. Et après, il y a un second moment où on utilise un LLM. Alors, je vous rassure, c'est pour des données publiques. En fait, quand on a un client qui nous donne le numéro de sirène d'un de ses clients à lui, pour lesquels on doit faire, par exemple, une approbation des comptes, ou n'importe quelle autre démarche, en fait, on va aller récupérer sur Internet, donc dans la base de données des statuts de l'INPI, les statuts de la société. On va avoir un premier algorithme d'intelligence artificielle qui va faire ce qu'on appelle de l'OCR, donc la reconnaissance optique de caractère. L'objectif, ça va être dans les statuts d'extraire des passages particuliers qui parlent de l'emplacement du siège social ou qui parlent de la répartition du capital. Et ces passages particuliers, ensuite, on va les transférer à un LLM avec une demande spécifique. Et notre demande spécifique, c'est d'analyser le contenu qu'on lui envoie et de nous retourner les informations, mais sous une forme structurée que nous, on va pouvoir utiliser pour pouvoir générer les documents par la suite ou pour pouvoir mener les conversations. L'objectif en posant le moins de questions possible
aux utilisateurs. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on essaie de se démarquer, à Juria par rapport à tous Mmh. les autres concurrents. C'est d'essayer déjà d'être le plus accessible possible et donc de pas parasiter, les jeunes ou ceux qui sont en train de produire avec des questions qui les concernent pas du tout. Mmh. Et puis aussi de gagner du temps, en récupérant en amont le plus d'informations possible et l'utilisateur, il va pas avoir trop de saisie manuelle et son objectif, ça va être juste de vérifier ce que nous on a trouvé et dire: «Bah, OK» et dans ce cas-là, on passe à la suite et si c'est pas OK, de pouvoir faire des petits ajustements, heu, voilà, essayer d'être, toujours le plus OK, efficace et c'est les seuls endroits où on utilise un OK. Un LLM externe, OK. Donc et ouais, si je résume, donc il y a, le modèle symbolique que, tu as créé avec, Jordan et Vincent Bouchard pour la partie analyse fake. Donc là, on est vraiment sur de la donnée confidentielle. Donc c'est une IA maison qui traite ces données-là et par contre, les fois où on utilise une IA externe type, bah, la Mistral ou autre, là, c'est vraiment que sur de la donnée publique. C'est bien ça? C'est ça, sur la donnée OK. publique ou alors la donnée qu'on a nettoyée pour être sûr qu'il y a rien. OK, ouais, vous avez un peu anonymisé, de manière à En tout cas, OK, on lui envoie que des blocs où ça craint rien, quoi. OK. OK, parfait, parce que c'est vrai, comme on est sur un domaine qui est quand même, assez réglementé, au moins, on voit que la question de confiance dans l'IA a vraiment été prise en compte dans la conception, de l'outil et c'est rassurant. Comme, des fois, dès qu'on ouvre la télé, on a toujours des craintes sur l'IA et cetera et le fait que, bah, voir que toutes ces questions Mmh. ont été notées, que vraiment, beh, c'est une équipe d'experts qui est derrière, que c'est des personnes du métier parce que Raphaël, on l'a pas dit, mais lui, c'est un ancien, juriste. On a aussi, Steven qui est lui-même juriste, donc ce qui fait que, bah, rien n'est laissé, au hasard.